Bonjour à tous, nouvel épisode des Entre vous de Marina. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Magnien, Gestalt thérapeute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marina. Alors, on va parler de sa pratique, mais il y a un parcours de vie très riche et je voudrais bien qu'on partage quelques moments de vie avec lui. Et puis, à la fin, je vous réserve une petite surprise, alors restez bien jusqu'à la fin de l'entrevue. Jean-Philippe, on va aborder plusieurs aspects de ta vie et de ton parcours. Déjà, on va parler de ton histoire à toi. Donc, tu as combiné trois grands temps dans ce que j'ai vu de ta biographie. On a un sportif de haut niveau, puis un homme politique avec des engagements très forts et un thérapeute qui aujourd'hui a une écologie de vie qui est très très forte et une empreinte de vie et d'implication dans la thérapie qui est très importante. Et je voudrais que tu nous parles de ça. Donc, on le fait dans l'ordre, dans le désordre, comme tu veux. Parle-nous de toi. Ouais, bonjour à toi, bonjour à tous. Alors une petite correction, ma première tranche de vie sportive de haut niveau, en fait sportif qui a essayé de faire du haut niveau. Ok. C'est-à-dire j'ai fait l'équivalent d'un sport-études et puis avec l'ambition de devenir un joueur de basket professionnel et puis quand j'avais 15 ans. Et puis assez rapidement, en fait, ça s'est orienté différemment. J'ai pas été dans les quelques-uns qui ont pu faire carrière professionnelle ou même semi-professionnelle. Donc j'ai joué après au basket jusqu'à l'âge de 27 ans, mais plutôt en division nationale, mais pas en professionnel, en amateur. Mais D'accord. ça a rythmé ma vie d'adolescent et de début de vie d'adulte parce que j'étais passionné de ce sport, que j'avais envie d'en faire à un moment mon métier, même si ça n'a pas duré très longtemps. Et puis derrière, ça m'a fait créer aussi un club de basket en fauteuil roulant, puisque j'étais déjà animé d'une flamme sociale qui a fait que, au lieu d'entreprendre dans le professionnalisme, j'ai entrepris un projet associatif différent. Donc D'accord. déjà à l'époque, il y avait quelque chose autour de ça, mais c'est vrai que le sport a rythmé ma première partie de vie, ce qui fait que j'ai aménagé mes études plutôt par rapport au sport que l'inverse, quoi. Donc voilà. D'accord. Avec donc l'idée de l'exigence, de l'hygiène de vie, de la compétition, voilà, de préparation, de tout ce que comporte en fait la valeur du sport, hein, donc qu'on va retrouver de toute façon, je pense, tout au long de ton parcours sous différentes formes ensuite. Et on va en reparler. Euh, Au niveau Il y a professionnel, oui, aussi un truc assez marrant, peut-être ça fait le lien avec la période d'aujourd'hui ou mes prises de conscience d'hommes de mon âge aujourd'hui, c'est que en fait, je m'aperçois avec du recul que j'étais pas très doué psychologiquement pour pratiquer le sport de compétition de bon niveau parce que j'étais assez sensible, voire très sensible. Et du coup, j'avais des hauts, ouais, des hauts, mais surtout aussi des bas. Et j'avais du mal à être linéaire, hein, d'avoir une sorte de constance dans mon niveau. Et ça m'a joué des tours. Et puis psychologiquement, à adolescent, c'était difficile à vivre. Donc, et je retrouve des petits côtés comme ça quand aujourd'hui je me mets à refaire du sport de compète, ce que je fais en tennis, par exemple. Et, ouais. euh, et ben ça, c'est quelque chose que je retrouve dans mes sensations d'adolescent à plus de 50 ans aujourd'hui. Donc Ah ouais. c'est marrant de reparler de cette période parce que ça me renvoie aujourd'hui des petites sensations qui restent de tout ça. Ouais, c'est vraiment tes valeurs profondes, ce que tu es profondément. Et justement, ce que tu me dis, ça m'évoque une question qui arrive. Tu penses que si tu avais été coaché par quelqu'un qui avait détecté justement cette grande sensibilité et qui l'avait transformé en atout plutôt que de te le faire vivre en échec, tu aurais pu justement performer? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, les éducateurs n'étaient pas du tout formés pour accompagner des adolescents sur le plan psychologique. Je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui, mais les entraîneurs ou éducateurs sportifs étaient plutôt formés pour détecter des champions et pas pour accompagner les hommes de notre âge, enfin les jeunes hommes, à devenir des sportifs. Donc il manquait une dimension, c'est indéniable, d'accompagnement, de prise en compte que moi j'ai quitté le domicile de mes parents, j'avais à peine 16 ans pour partir en sport-études. Donc tu te retrouves dans une chambre de CFA à Dijon alors que tu vis en région parisienne. Enfin, c'était une rupture que j'ai eu du mal à vivre.
et j'étais pas accompagné pour ça, même si j'étais accompagné par mes parents qui étaient présents. J'étais pas accompagné par des éducateurs. Cette dimension psychologique et de connaissance des adolescents est pas du tout présente dans ce sport de haut niveau. Alors peut-être elle l'est plus aujourd'hui. Je suis un peu déconnecté de ce milieu-là aujourd'hui, donc je peux pas le dire. Mais en tout cas, il y a maintenant, il y a combien de temps d'ailleurs? Il y a 35 ans. Mm. Il y a 35 ans, c'était pas présent, quoi. Fallait être fort. Fallait être fort pour être performant. Fallait être bétonné. Et puis l'émotion, la sensibilité avait pas beaucoup de place, quoi. Oui, oui, non, mais je vois tout à fait de quoi tu parles, hein. J'ai fait une mini incursion dans le sport de haut niveau avec du volleyball, moi, de mon côté, puisque j'étais en centre élite. Et effectivement, quand j'ai eu les bas, donc les périodes de doute, etc., il n'y a pas eu cet accompagnement dont on parle. Et effectivement, ça a fait que j'ai décroché aussi. Donc, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui la prise en compte de toute la dimension sensible et émotionnelle peut, peut vraiment faire basculer des parcours de sportifs. Après, bien sûr, hein, dans le sport, on sait que c'est la gagne, etc., etc. Mais je pense que c'est un sujet qui mériterait vraiment d'être creusé par rapport à l'accompagnement et la prise en compte de toute la dimension cachée qui, en fait, occupe une place énorme. Toi, aujourd'hui, dans ta pratique, tu vois à quel point ce qui n'est pas réglé et ce qui est omniprésent et dans l'invisible, tant que c'est pas réglé, finalement, ça occupe une place disproportionnée. Et tu vois le pont que je suis en train de faire, puisque je vais t'amener à parler de ta pratique ensuite. Euh, Est-ce que donc dans ton parcours, donc tu as cette dimension du sport, et qu'est-ce qui se passe après au niveau professionnel? Comment tu bifurques? Bah, en fait, parallèlement au sport, voilà, j'ai eu mon bac, j'ai fait une école de commerce derrière dont j'avais pas grand-chose à faire en fait. C'était pas ma vocation, mais parce que j'avais le sport matin, midi et soir. Et du coup, après, j'ai bossé en parallèle du basket dans des boîtes sur des fonctions plutôt commerciales. Euh, je gagnais de l'argent, mais vraiment, ça me plaisait pas. Euh, et donc, parallèlement, avec un ami qui avait fait la même formation commerciale que moi, qui était dans la même insatisfaction, on a réfléchi à la création d'une association pour la formation et l'insertion des travailleurs handicapés, en lien aussi, en parallèle avec le club de basket que je montais. Enfin, il y avait la même énergie pour moi d'aller vers le social. Euh, Ma mère était travailleuse sociale à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Donc la sensibilité, quand même, tu te baignes Voilà. déjà. Oui, d'accord. Alors, mon père était chef d'entreprise dans le milieu industriel, donc rien à voir, mais avait une fibre sociale qui était présente aussi. Donc, puisqu'il avait aidé à créer une résidence pour personnes tétraplégiques dans le sud de la France. Et, euh, et du coup, j'avais été faire quelques stages là-bas. Et puis, le projet a germé. On a créé une structure associative qui s'appelait Espace Développement à Dijon pour accompagner des personnes handicapées dans l'insertion professionnelle. C'était les années où on a commencé à voir émerger l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés dans les Mm. entreprises. On a accompagné ce mouvement-là pour des boîtes. Et là, j'ai commencé à sentir ma fibre sociale et économique, puisqu'après, je me suis beaucoup engagé. On a transformé l'association comme une structure autour de l'économie sociale et solidaire, qui maintenant Ah oui, est assez répandue, mais qui à l'époque l'était assez peu. ça fait partie Euh, des pionniers de l'ESS. Bah, en tout cas, j'ai fait partie d'une première vague de personnes qui ont mis en œuvre sur les territoires une économie plus solidaire, avec l'homme un peu plus au cœur, avec des indicateurs économiques et financiers dans les entreprises qui étaient plus attachés à l'humain qu'à la recherche de profit immédiat. Donc voilà, on avait cette logique un peu plus coopérative associative. Et c'est là où j'ai commencé à développer ma fibre plus politique, parce que j'ai été vendre mon projet, parce que j'ai porté de plus en plus ces valeurs. Je me suis impliqué au niveau national, etc. etc. Et puis du coup, bah, assez rapidement, au regard d'un changement de vie personnel où je suis passé de Dijon à Nantes, arrivé à Nantes, je me suis engagé très vite en politique après, tout en étant D'accord. connecté bien sûr au développement de l'économie sociale et solidaire, puisque j'ai été la plupart du temps de ma vie d'élu en charge de l'économie sociale et solidaire dans les collectivités où j'ai été élu. Tu vois. Donc il y a vraiment une logique de parcours entre l'engagement associatif et l'engagement politique qui est très vite apparu après cette expérience sportive et professionnelle qui n'était pas ma voie. Voilà. Et du coup, là, vraiment, progressivement, tu rentres dans affirmer tes valeurs et puis
et puis justement les faire rayonner. Parce que là, tu es à la fois dans le fait de porter des valeurs, mais tu les portes concrètement, puisque tu es sur le territoire, et sur le territoire, tu fais rayonner un certain nombre d'actions qui sont concrètes. Bah, voilà, tu viens de nous parler notamment de l'insertion, tu nous parles d'économie solidaire et sociale. Et effectivement, je le replace quand même dans le contexte du moment. Tu as vraiment fait partie des gens qui ont démocratisé la parole de l'ESS. Alors effectivement, aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas bien les dispositifs de l'économie solidaire et sociale, mais tout le monde comprend de manière assez naturelle qu'on a une insertion dans tous les secteurs de la vie socio-économique, de publics différents, d'accès à l'emploi pour des personnes en situation de handicap, etc., de remettre de l'humain au sein des écosystèmes, etc. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Toi, au moment où tu l'as fait, vous avez été vraiment ceux qui ont ouvert les premières portes. On peut dire de quelle maison politique tu faisais partie. Comme ça, je pense que Oui, voilà. j'ai adhéré chez les Verts à la fin des années 90. Oui. Donc, et très vite, en fait, je suis devenu élu à Nantes en charge de l'économie sociale et solidaire. Dans ce contexte où effectivement, tout d'un coup, on voyait apparaître un portage politique de cette thématique, puisque ça s'est fait en fait de façon très concomitante avec la nomination d'un ministre vert dans le gouvernement Jospin à l'époque, qui était Guy Asquette, qui était en charge de l'économie sociale et solidaire. Mm-hmm. Donc, du coup, assez naturellement, au municipal de 2001, les Verts ont cherché des gens qui incarnaient l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était assez marrant parce que j'étais reconnu nationalement pour ça. Je viens de m'installer à Nantes et puis je suis déjà sur la liste municipale en 2001 et je suis élu et je ne connais pas encore les rues de la ville, quoi. Ah Donc, oui. donc c'est un truc, ça s'est fait comme ça. J'ai dit oui, c'était assez spontané, assez instinctif. Et puis voilà, puis j'y suis resté 15 ans, donc c'était pas un petit engagement. Ouais. Ah, surtout que tu as fini porte-parole nationale. Du Parti des Verts, ouais, enfin Mm. d'Europe Écologie des Verts, ouais, à l'époque. Mm. Ouais. Tu es resté combien de temps porte-parole? 2 ans. 2 ans. Et là, justement, bah, c'est intéressant ce poste-là, parce qu'à un moment donné, tu deviens le porte-voix d'eux, c'est-à-dire que tu portes l'ambition d'un parti politique. Comment ça se passe quand on devient tout à coup porte-parole, quand on doit endosser des choses et que finalement, on a à la fois en fait, c'est dépersonnifié parce que tu portes les valeurs d'un parti, mais c'est quand même toi qui es devant et qui prend la parole. Comment ça se passe au niveau du ressenti de ce qu'on vit à ce moment-là? Euh, c'est une question vaste, tu vois, parce que ça me renvoie à la fois sur l'engagement politique et sa vertu, c'est-à-dire de porter la voix d'un projet auquel tu crois et que tu as envie de diffuser dans la société. J'étais dans un contexte d'exercice de la politique, plutôt dans un contexte majoritaire, puisque Hollande venait d'être élu président de la République, il y avait des ministres verts et je deviens porte-parole, donc c'est un contexte de majorité, mais en même temps avec beaucoup de sujets confrontants. Euh, voilà, autour de la transition écologique, c'était vraiment conflictuel. Et notamment, en plus, moi, je venais d'un territoire où un des fils rouges de ma lutte, c'était la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Bah, j'allais y venir. qui a été abandonné sous Macron, mais qui en fait était très, très, très porté par le Premier ministre de l'époque, qui était le maire que je connais bien, puisque Jean-Marc c'était. Ayrault. Et du coup, c'était assez étrange parce qu'à la fois, on s'affrontait localement sur l'aéroport et je devenais porte-parole d'un parti qui s'affrontait à eux en faisant partie de leur gouvernement sur un projet un peu phare, en tout cas symbolique, emblématique. Oui. Donc, c'était plutôt une période assez conflictuelle. Puis voilà, enfin, après, en termes d'expérience, c'est intéressant. Euh, Comment tu l'as mais vécu au niveau humain, toi, personnellement? Cette moi, responsabilité d'être porte-parole. c'est très particulier parce que ça t'amène à être à Paris et en France, c'est très, très concentré sur la ville capitale. Ouais. On a un système qui est très jacobin, très centralisé. Donc, alors que les valeurs de mon parti n'étaient pas du tout celles-ci et les miennes non plus. Donc, et voilà. Et puis la politique à Paris est très différente de la politique sur les territoires. C'est beaucoup plus, comment dire,
violent relationnellement, tant en interne qu'en externe. Il y a des enjeux de pouvoir qui sont beaucoup plus exacerbés. On est plutôt en présence d'écuries qui désignent des candidats que de boîtes à idées et de Mm. travail démocratique. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pas une expérience qui était très bénéfique sur le plan humain. Oui, Euh, Alors que sur les territoires où j'ai aussi été élu pendant ces 15 ans, j'avais l'impression d'être un peu plus utile, quoi. Là, oui. c'était un jeu de communication, des rapports de force, et j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme ça. Donc, du coup, pour moi, c'est pas cette politique dont j'ai envie aujourd'hui. Après, je jette pas la pierre parce que je pense qu'il y a une part de moi qui a joué ce jeu-là et qui prenait du plaisir. Enfin, du plaisir, je sais pas, en tout cas, qui était attiré Oui. par ça. Il y a une forme d'addiction dans la politique, hein. Pour moi, il y a une forme d'addiction à la À lumière, l'exercice du pouvoir. à l'exercice du pouvoir. Et donc, bon, j'ai essayé d'en tirer des choses positives après, quand j'ai décidé d'arrêter. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de une forme d'addiction. Ouais. Ouais. Et justement, c'est quoi le moment de la bascule? C'est parce que tu es donc dans la lumière, tu as des responsabilités, il y a un porte-parole là, et puis tout à coup, il y a la bascule et tu décides d'arrêter ou c'est quelque chose qui est graduel? C'est quoi le moment? Bon, je pense que c'est petit à petit, enfin, peut-être pas en conscience, mais petit à petit, j'ai senti que c'était plus ma place. D'une part, parallèlement à mon parcours politique, je m'étais formé depuis le début des années 2000 pour être gestalt thérapeute, mais je n'avais pas encore eu l'occasion réellement d'exercer mon métier. Enfin, j'avais fait quelques séances dans la fin des années 2000, mais j'étais tellement impliqué politiquement que ce n'était pas possible de faire les deux en même temps. Ouais. Donc, voilà, et j'avais envie de m'occuper un peu plus d'humain, j'avais envie de prendre du recul pour moi parce que je pense que je me brûlais les ailes très clairement, y compris en termes de fatigue, de santé, etc. Je sentais que je perdais pied sur certains aspects de ma vie et que c'était important pour moi de me recentrer et d'aller vers ce qui me fait du bien, quoi. Donc, Mmh. après, ça n'a pas été simple, hein, parce que c'est accepter entre guillemets, de disparaître Oui, c'est d'un ça. écran, d'un écran radar où ça te nourrit narcissiquement, etc. Et puis en plus, c'est sur des projets et des valeurs qui te sont chers. Donc, après, voilà, mais c'est aujourd'hui, en tout cas, 5 ans après avoir arrêté, parce que ça fait 5 ans que j'ai arrêté, Ouais. euh, euh, bah, ça ne me manque pas. J'ai encore des contacts avec certaines personnes, j'aide ici ou là, mais Mais tu veux plus d'engagement sur le territoire? en tout cas, pas de ce type-là. Oui, parce qu'on va y revenir après, de toute J'ai façon, voilà, tu vas j'ai la continuer. Tu es un bâtisseur, tu vas continuer à construire, où que tu sois et quoi que tu fasses. Oui, puis tu vois, j'ai initié des rencontres qui s'appellent Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader là, en 2017, qui sont des rencontres avec des gens de la psy, du politique, de l'entreprise, autour du fait que pour moi, la conviction que j'ai, c'est le changement personnel est à la base du changement collectif et du changement sociétal. Et donc, du coup, Oui. en tant que psy, je peux aussi me tourner vers la société et je continue à faire de la politique, mais d'une autre façon, en accompagnant des gens et puis en organisant des rencontres de réflexion, en fait, hein. Bah oui, ce qui était à la base, normalement de la vie de la cité, puisque ce sont ces fameuses agoras qui nous manquent, puisque les philosophes sont partis de la cité et que quand ils sont partis, bah, c'est compliqué d'avoir une société qui pense plutôt que de réagir, sur le fait, et cetera. Donc c'est bien de remettre au centre la réflexion, la discussion et puis, et c'est important que ces valeurs-là soient portées de manière concrète avec l'organisation des rencontres, depuis 2017. Évidemment, c'est arrêté avec le Covid, mais j'imagine bien que c'est dans le calendrier, tu vas poursuivre ce genre d'initiative. Oui, ouais, les prochaines Oui. sont prévues début juin 2021, donc il y aura des rencontres en 2021. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, on verra. Oui, Mais tu es capable de les organiser peut-être en dématérialisant une partie des rencontres, une partie des conférences aussi. on verra, Ouais, on va s'adapter, mais en tout cas, on a le projet d'en organiser une nouvelle édition en 2021. Ouais. ouais. Donc c'est ma forme d'engagement collectif aujourd'hui. Mais C'est importante et elle est importante puisque on porte une réflexion qui va rayonner de toute façon dans des actes ensuite puisque chacun va revenir avec quelque chose de ces rencontres et à son niveau dans sa position, dans la position qu'il occupe dans la société, il va rayonner ça. Donc forcément, ça va marcher.
Ouais, après ça, j'en sais rien, mais ça me va bien de ne pas le savoir. Donc, on fait le pari de ça, mais chacun après est libre dans sa vie de diffuser, d'intégrer. Enfin, pour moi, ça c'est très important et c'est sans doute ce qui me convient mieux que la politique plus d'engagement partidaire et autres qui pour moi était. Enfin, j'ai aucune aigreur. Hein, je garde beaucoup Mhm. de reconnaissance et de plaisir à revenir sur cette période-là, mais je sais que j'ai arrêté au bon moment. Ouais. Je sais que j'ai arrêté au Pour bon toi, moment. pour que ce soit. Et effectivement, je peux être assez critique j'étais critique sur le système, j'étais critique sur l'humain dans le système. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est que je m'occupe de l'humain. Donc, je m'occupe de moi parce que prends soin plus de moi que je ne prenais à l'époque. Oui, Et, et on je va y prends soin, arriver. On va y voilà, arriver. des autres. Voilà. Alors donc, on va arriver maintenant à l'homme que tu es aujourd'hui. On a bien compris le jeune homme, puis l'homme politique, puis l'homme d'engagement qui t'ont amené là. Et aujourd'hui, l'homme que tu es, donc tu es un thérapeute en Gestalt. J'aimerais bien déjà que tu nous expliques le principe de la Gestalt, parce que à la fois c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, et c'est pas forcément une pratique qu'on connaît bien. En tout cas que les gens connaissent comme, tu vois, la thérapie freudienne, etc., etc. Ils connaissent pas ça forcément bien, donc j'aimerais bien que tu nous repositionnes déjà ça. Alors, une psychothérapie qui a été initiée par des psychanalystes, hein, qui d'ailleurs émanait des mouvements, notamment de l'analyse freudienne que tu évoquais là, donc Ouais. de la psychanalyse, et qui ont voulu faire évoluer la démarche d'accompagnement psychologique des individus Mhm. euh, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est à la fois ancien, mais pas tant que ça. Oui. Et c'est un mouvement, enfin, j'ai envie de dire, pour simplifier, Gestalt en allemand, ça veut dire la forme. Donc ça s'attache autant à la forme qu'au fond, voire ça part de la forme pour aller sur le fond. Et donc ça s'attache beaucoup, moi je l'appelle souvent comme une thérapie relationnelle. C'est-à-dire que ça s'appuie beaucoup sur la relation entre le patient et le thérapeute et sur ce qui se passe ici et maintenant comme base de travail pour aller travailler soit sur son passé, mais aussi sur ses ressentis. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça permet d'être à la fois sur ce qu'on appelle l'intrapsychique, sur l'intérieur de la personne, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a vécu, son histoire, mais aussi en interaction avec son environnement, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire D'accord. l'environnement spatial, l'environnement sensoriel, l'environnement familial, l'environnement sociétal, etc., etc. Et donc tout ça, ça intervient dans cette interaction. Mais on part du principe, contrairement à la psychanalyse, que ce n'est pas uniquement un sujet avec une histoire et un intrapsychique, c'est à la fois le patient et son histoire, le thérapeute et son histoire qui est en résonance, et puis ces deux-là co-construisent dans un cadre particulier une relation. Et Ah oui. c'est cette relation sur laquelle on s'appuie pour accompagner la personne avec ce qu'elle vient porter, poser et ce qu'elle a envie de faire avancer positivement dans sa vie. Ok. Oh, tu le places plutôt dans un cadre de thérapie courte, brève, longue. Comment ça se passe? Courte, pardon, moyenne, longue? Je ne sais pas comment répondre à cette question. En tout cas, ça ne fait pas partie du mouvement des thérapies brèves. Ça ne Oui, fait pas voilà, partie, et ça ne fait pas partir des cures analytiques qui durent des années. c'est ça. Ok. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Moi, j'ai des patients que je vois quelques mois et d'autres qui sont là depuis quelques années. Euh, Ça se co-construit. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de durée. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un one shot. C'est pas en venant une fois te voir que tout est réglé, etc. On est d'accord. C'est pas une Non, thérapie brève. c'est pas une thérapie brève, c'est pas une Ah, thérapie comportementale. d'accord. Ah, Euh, très bien. c'est plutôt une thérapie relationnelle d'inspiration analytique, mais qui intègre aussi les éléments du présent, du corporel, du sensitif, de l'émotionnel. Ah oui, on joue vraiment sur tous les constituants de l'être, en fait. Oui. Mm. Ouais, d'accord. Donc C'est, voilà. alors, de manière très, je fais vraiment la découverte, la partie découverte. Comment ça se passe lors d'une séance? Je parle, tu parles, on parle, tu parles pas, je parle. Comment ça se passe? Il y a un canapé, un divan. Comment ça se passe? C'est du face à face et c'est de l'échange. Oui, Après, moi, chaque thérapeute a des spécificités, mais en tout cas, c'est basé sur l'échange et l'interaction entre le patient et le thérapeute.
D'accord. Moi, par exemple, j'ai intégré, parce que j'ai été initié et que maintenant j'enseigne et pratique la méditation, je peux intégrer des moments non verbaux autour de séances de méditation parce que ça me paraît pertinent de les proposer au moment de la séance et puis parce que ça m'a nourri moi et puis que je pense que ça peut nourrir effectivement le patient à ce moment-là. Par exemple, quand j'ai un patient qui arrive qui est très agité, qui peut avoir des angoisses assez fortes, ça m'arrive de parler avec lui, mais ça m'arrive aussi de dire tiens, on prend un moment Ouais. silence et puis vous vous concentrez sur votre respiration et accueillez-vous tel que vous êtes ici. Ouais. Et moi, Ah, tu c'est changes la couleur de la séance en faisant ça, hein? en tout cas, oui, ça fait faire un pas de côté. Mmh. Donc voilà, mais en tant que tel, pour moi, c'est une thérapie relationnelle de face à face. Ouais, c'est avec des D'accord. modalités qu'on peut faire évoluer dans le temps. D'accord. En tout cas, voilà, je comprends mieux, comment tu fonctionnes. Voilà, on est dans l'interaction et puis effectivement, donc cette pratique de la méditation, donc tu l'as découverte à quel moment? Puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu as eu dans cette phase de vie, il y a une phase de vie où tu t'es senti un petit peu abîmée à l'intérieur de fatigue, de surenchère. C'est à ce moment-là que tu as ressenti le besoin d'aller plus vers toi? Ouais, c'est sur la fin de la période en fait. C'est lié à un moment de ma vie où j'ai recommencé à faire des stages, notamment avec un thérapeute qui après m'a formé sur un outil dont on va peut-être parler aussi à un moment qui s'appelle le jeu du roi Reine, qui est un jeu de rôle que j'utilise aussi dans l'accompagnement des collectifs parce que Bien sûr. je ne suis pas que thérapeute dans mon cabinet, ça m'arrive d'intervenir aussi dans les entreprises ou les institutions et avec des outils comme ça. Et donc ce thérapeute qui m'a initié puis formé au jeu du roi Reine, il a vécu une partie de sa vie où elle était en lien en tout cas avec les pays de l'Orient, on va dire, de l'Asie et en fait de cette partie du monde qui a mis en exergue à travers la religion du bouddhisme, mais aussi des pratiques spirituelles autres, une approche différente de la méditation que celle qui était stricto sensu religieuse en Occident. Tout à fait. Et donc, du coup, ce pont Orient-Occident a fait que pas mal de gens, depuis des décennies maintenant, intègrent la méditation en Occident. Donc, il en fait partie et puis il m'a initié à ce qu'on appelle la vipassana, qui est la méditation pleine conscience, pour prendre l'occidentalisation du terme. Et puis ensuite, des méditations actives d'un maître indien qui s'appelle Osho, qui était très controversé. Ah oui, oui, j'ai vu certaines pratiques de méditation active. C'est très impressionnant. C'est très Ouais. impressionnant. Du coup, je les ai pratiquées, puis maintenant même, je les anime en atelier ou même quelquefois en individuel parce qu'elles partent du mouvement physique et de la répétition et de la récurrence de ce mouvement physique pour lâcher le mental et aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus profond, quoi. Ouais, on accède à un état de quasi-transe, hein. Oui, ouais, ouais, c'est très clairement des états de trance. Mmh. Ah oui, j'ai essayé une fois la danse, c'est comme une danse, méditative. C'est très, très puissant, hein. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné quand on le fait par quelqu'un qui connaît très, très bien ça, hein. Ouais. Donc voilà, Et ça fait partie des choses que tu proposes. ça fait partie des choses que je propose et puis que je pratique maintenant depuis 2013, ouais, début 2013. Donc, Ah oui, tu connais bien. ouais, enfin, ça fait pas si longtemps en même temps, hein, mais 7 ans? ouais, mais ça fait récent pour moi dans ma vie. Donc, Ah oui, ça va, 7 ans. C'est une belle tranche, tu sais, on marche par cycle de 7, il paraît 7, 14, 21, tout ça. Donc 7 ans, tu as fait ça ouais, un beau cycle quand même. c'est un beau cycle, mais ça a initié mon changement de vie et ma transition vers ce métier de thérapeute et la couleur que je voulais lui donner, pas seulement sur la gestalt, mais avec des choses qui venaient en plus. Oui. Et aujourd'hui, ça fait mon personnage, quoi, avec toute sa complexité entre cette démarche très intime, très personnelle, voire spirituelle, et puis un rôle aussi plus ouvert vers la société, vers le changement des formes collectives, des gouvernances ou des façons de faire ou d'exercer le pouvoir dans les entreprises ou dans les On va y institutions. arriver. On va y arriver. Ça, c'est le fameux jeu du roi-reine. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans ton parcours, c'est que tu lâches jamais les deux mondes. Tu vois, tu arrives à être toujours en équilibre avec toi, la partie où tu évolues à l'intérieur,
et quand même cet engagement sociétal, ce regard sur la société, garder un pied avec toute la partie business, économie, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une forme maintenant de porosité dans les deux, c'est-à-dire que tu amènes tout le bien-être dans l'entreprise tout en restant attaché aux valeurs économiques d'une entreprise qui doit être dans la productivité, etc. Et justement, c'est là où le jeu du roi-reine m'intéresse éminemment, parce que oui, pour être bien impliqué dans le monde de l'entreprise, moi, personnellement, depuis, oui, ça va faire un petit moment, euh, je sais qu'il y a vraiment dans les manières de vivre son engagement au travail aujourd'hui, toute une palette d'outils qui arrivent et qui sont complètement nouveaux, où le bien-être et l'être sont des points centraux. On parle aujourd'hui, tu sais, des fameux soft skills par rapport aux hard skills. C'est bien de savoir faire, c'est encore mieux de savoir être. Et là, toi, tu rentres absolument là-dedans. Donc, je te laisse la parole sur le jeu du roi-reine. Ouais, enfin, humblement, je me suis dit à un moment donné que la question de l'exercice du pouvoir euh, était toujours très présente en fait dans mon parcours personnel pour comprendre, pour sentir toutes ces étapes de vie et qu'est-ce que j'y suis allé chercher pour la construction même de mon être et de constater que bah, il y avait de plus en plus de gens qui étaient malheureux dans le système économique et politique dans lequel on vit, Oui. euh, qui laissait en fait, somme toute, assez peu de place à l'humain, au rapport à la nature, comme ressource, et croyant que l'économique ne pouvait être efficace que si elle était rentable sur le plan financier et que ça suffisait. Sauf qu'il y a des gens qui tombent et Eh oui. qu'à de voir des gens tomber dans le fossé, il est peut-être temps de faire autrement. Donc c'est parti avec les questions climatiques ou de la planète, etc. Et donc les entreprises ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Mais il y a aussi des prises de conscience pour certaines boîtes sur le plan humain et d'investir du temps sur la cohésion humaine et la cohésion d'équipe. Euh, et ça m'a amené effectivement à tilter sur ce jeu qui est à la fois un outil de thérapie puissant que j'utilise en groupe de thérapie et qui est un jeu de rôle aussi que je propose à des comités de direction en entreprise, avec un collègue, on intervient aussi dans deux collectivités où on le propose aussi aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus d'espace où, avec cet outil qui est en fait un révélateur à la fois de la relation qu'on a à l'autre, mais aussi de sa relation très intime au leadership, Oui. Mmh. à partir, Intéressant. à partir d'une base et d'une structure qui est le royaume et des archétypes qui sont très inspirés de Carl Gustav Jung. Et du coup, bah, voilà, la structuration même de ce royaume est un véritable terrain de jeu pour pouvoir aller explorer tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu un outil que moi, en tout cas, j'ai de façon triviale que je présente un peu comme tout terrain, c'est-à-dire qu'il peut à la fois servir en thérapie, où on va aller chercher très profondément en soi, mais dans une démarche, je dirais, plus intime et cachée de la société en général. Et Mmh. puis, dans les entreprises, on peut imaginer qu'effectivement, aujourd'hui, le temps est plus à l'ouverture à ces outils-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate, moi, pour l'animer dans plusieurs organisations différentes aujourd'hui. De taille intermédiaire, petite taille, c'est qui est preneur de ce genre d'outils Bah, dans ton entourage? assez bizarrement, pour l'instant, ça a plutôt été des grosses structures. Ouais. Mais en même temps, on accompagne des petits groupes donc dans des grosses structures. Donc du Ouais. coup, mais il n'empêche que c'est plutôt celles-ci qui ont tilté, Mmh. euh, parce que sans doute c'est plus simple aussi de dégager du temps dans des collectifs comme ça, avec beaucoup de monde, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, et Ouais, c'est c'est des... surtout une prise, c'est surtout un engagement qu'ils ont. C'est-à-dire, ils ont une réelle volonté au sein des grands ensembles d'avoir des vrais pôles dynamisés Oui, qui oui, sont tout à fait. capables d'embarquer, surtout si on est si on est sur du top management. Le top management est vraiment là pour impulser. Bah, après, on va pas rentrer là-dedans, mais après, c'est sûr que le top management est important dans l'histoire de la formation et d'avoir le bon état d'esprit. Après, il faut que ça redescende bien sur le reste du staff, etc. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que là, on est vraiment sur un sujet formation et ce sera abordé une autre fois. Mais si tu me transportes dans ce jeu du roi, donne-moi, tu me parles de royaume, tu me parles d'archétype, c'est-à-dire que tu vas transformer les gens en chevaliers, en rois, en reines, c'est ça?
je ne vais pas transformer les gens, ils vont se transformer eux-mêmes, mais J'imagine. ils vont jouer en fait un royaume. Et le principe, c'est qu'il y a six archétypes, dont celui roi-reine, Ouais. et ça constitue un royaume. Et donc, il y a un jeu de rôle qui se met en place, qu'on accompagne, nous, en tant que thérapeute. Oui, Et tu le vois fait, les interactions? en fait, tu as une personne qui va s'installer sur le trône. Par exemple, tu vas sur le trône, et puis les autres personnes qui sont dans le groupe deviennent tes conseillers et vont se diriger vers les archétypes. Et là, ça te donne déjà une vision de ton royaume, et eux, ça leur fait une expérience à vivre de l'archétype sur lequel ils sont dans ton royaume. C'est Et donc, génial. bien interroger ça et mettre ça en lien à la fois avec ce qu'ils vivent comme expérience dans ton royaume, mais aussi ce que ça dit de leur vie, en fait. Ça Et dure du coup, combien de temps? Ça dure combien de temps une formation comme ça? bon, ça dépend. Ça peut être un atelier où on fait un seul royaume qui dure 3 heures, et puis jusqu'à plusieurs jours, parce qu'on va accompagner un groupe où tout le monde va pouvoir passer sur le trône. Ah, génial, génial. D'accord, donc là, vous intervenez, vous êtes 2 thérapeutes, tu me dis? Tu interviens à 2. Enfin là, non, ça dépend. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille, enfin, principalement en ce moment deux, en groupe de thérapie avec un autre thérapeute, et puis en entreprise ou dans les collectivités avec un coach qui est un mec qui travaille plutôt en entreprise, qui a été directeur dans un grand groupe et qui a muté D'accord. aussi, et qui est aussi formé à l'animation du jeu du roi. Donc, moi, j'ai deux partenaires. OK. Tu fais ça, vous partez, autour de Nantes, autour de Paris? Comment vous rayonnez par rapport à ça? Parce que si tu me dis que les formations peuvent durer plusieurs jours, Ça n'a pas de limite, mais tu es sur tout le territoire? sur la thérapie, c'est plutôt proche de Nantes Oui. ou proche de la ville où est l'autre thérapeute. En l'occurrence, il est à Dijon. Et puis, le coach avec lequel je travaille, il est sur Paris. Donc, on travaille sur Paris, sur l'Ouest. Pour l'instant, c'est à peu près ça. Et puis, il y a des D'accord. contacts pris dans le Sud-Est. Enfin, tu vois, donc, OK, ça rayonne pas mal. On arrive vers la fin de l'entretien et j'ai 2 sujets que je veux aborder, enfin j'ai un sujet et une surprise. Le dernier sujet, c'est ton surprise pour moi. Une surprise. non, ce sera pas pour toi la surprise. Non, ce sera pour ceux qui regardent. Ok. Hem, je voulais parler de ton lieu de travail parce qu'en fait, ce qui est cohérent, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans toute la démarche que tu fais et cetera, c'est qu'aujourd'hui, ton lieu de travail est devenu un lieu de vie et rayonne sur un lieu d'accueil. C'est devenu presque un tiers-lieu. Et je voulais juste que tu nous partages cette vision de comment tu en es arrivé là. Alors déjà, tu vois, c'est le mur qui est derrière moi, c'est de la paille. Enfin, c'est de l'enduit terre sur un mur en paille. Oui, Donc, je vis dans une maison en paille, donc ossature bois, paille et enduit terre, enfin ah, pour parler génial. matériaux écolos. Ouais. Donc, et je travaille dans une autre maison qui est à 15 mètres de là, sur la même parcelle, dans une maison en paille aussi, que je partage avec deux autres thérapeutes. Et il y a une salle de groupe dans laquelle je fais mes groupes, mes ateliers de méditation et autres. Et puis il y a un troisième espace que j'ai fait il y a peu de temps, qui est un studio en paille aussi, dans lequel et mon fils qui fait ses études supérieures à Nantes. Génial. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas vraiment enfin, tu disais tiers-lieu, c'est pas vraiment un tiers-lieu parce que c'est mon lieu et que je loue à des thérapeutes et dans lequel j'accueille des gens qui louent la salle pour leurs actions. Donc, il y a une Mhm. forme de collectif, mais c'est pas, par exemple, un lieu partagé ou d'habitat partagé ou de. Oui, tout à fait. C'est pas le même concept. Mais en tout cas, pour moi, ça rassemble à la fois euh, mes Tes mondes, valeurs tes d'écologie mondes. et puis du développement humain. Donc, c'est une petite poche verte et humaine qui me va bien pour vivre pour l'instant. Donc aujourd'hui, tu es bien centré dans ton écologie de vie, de métier, tout ça. Ouais, de temps en temps, ça vacille, mais je reste un humain. Nous ne sommes que des hommes, mon cher Jean-Philippe. Oui, 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 ça va. Enfin, je me sens beaucoup plus aligné depuis 4-5 ans que je ne l'étais dans les précédents. Je me sens plus là où je dois être. Ouais.
Ouais, donc ta transition écologique vers toi-même, tu l'as réussi. Je suis plus heureux là maintenant, donc j'estime qu'elle est en partie réussie. Ouais. Génial. Alors, on arrive à la fin de cet entretien et je vous avais parlé d'une surprise. Il se trouve que Jean-Philippe a collaboré à l'écriture d'un livre qui s'appelle Bas les masques, qui a été écrit pendant le confinement à l'initiative d'Arnaud Rioux. Donc, si certains connaissent, il a collaboré, enfin, il a créé plusieurs oracles et puis il a pas mal de prises de parole sur le développement personnel, etc. Et j'ai eu vraiment envie de vous faire le cadeau que Jean-Philippe nous lise une partie de ce qu'il a écrit parce que l'homme d'engagement, l'homme qui va vers son écologie a forcément des choses intéressantes pour nous à entendre. Jean-Philippe, tu es d'accord pour nous lire un petit passage de ce que tu as écrit? Allez, Allez, je d'accord. t'écoute. Et on t'écoute. Ok, merci. Donc, mon article dans ce bouquin, son titre, c'est Réveillons-nous avec le R entre parenthèses. Et là, c'est une partie du texte qui fait plusieurs pages. Et la sous-partie commence par ce titre-là, ce sous-titre. Et si nous acceptions de ne plus savoir? Accepter de ne plus savoir, c'est revenir en conscience à ce qui est là, ce qui se passe ici et maintenant, en prenant en compte la situation avec ce qu'elle a de mystérieux, d'inconnu. C'est sortir du figement d'un monde maîtrisé et prévisible, qui peut être dramatique pour une société, et faire le pari d'un mouvement où le dialogue est préservé et où l'incertitude est cultivée. La vitalité émerge alors face à quelque chose qui nous échappe. Ne plus savoir, ce n'est donc pas négliger ce qui a été pensé antérieurement, c'est le resituer comme pensée en devenir et non comme savoir établi. Et là, je cite Jacques Blaise, qui est un psychothérapeute, philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Ne plus savoir. C'est sortir d'un figement caractérisé par le contrôle et choisir le mouvement qui nous fait entrer en résonance et en dialogue avec l'autre, quel qu'il soit. C'est choisir la véritable rencontre, la relation à l'autre, la relation au monde. Comme psychothérapeute, cela me renvoie à la place que j'accepte de donner aujourd'hui à l'inconnu dans l'accompagnement, d'où tout peut émerger, en assurant la sécurité du patient comme du champ thérapeutique. Le patient et moi pouvons alors lâcher la tentation de maîtrise et du savoir pour nous laisser aller ensemble vagabonder sur un chemin dont on ne connaît pas ni l'un ni l'autre la destination. Cet espace qui s'ouvre permet véritablement l'acceptation d'une cohérence. Si je fais le lien avec la situation actuelle, ne plus savoir permet de laisser de côté la question du vrai et du faux, en revenir à la dimension phénoménologique. C'est à mes yeux ce qui peut nous permettre au mieux d'échapper au dogme, de toujours remettre en questionnement nos prétendus savoirs tout en restant cohérents. Accepter ce phénomène amène naturellement à changer de posture, une posture plus humble, humaine et congruente. Et n'est-ce pas de cela dont nous avons le plus besoin de la part des personnes qui sont censées gouverner le monde? Oh, quel magnifique mot de la fin. Merci pour ce partage, Jean-Philippe. Merci. Eh bien, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Et si tu me l'autorises, je veux bien te réinviter quand tu auras prévu tes prochaines rencontres et que tu pourras nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vas organiser donc, au mois de juin 2021. Et vous pouvez aller voir d'ailleurs, il y a le programme prévisionnel sur le site internet de l'association que je préside qui porte cet événement. Eh ben je vais le mettre, mais je vais le mettre dessous. Je vais le mettre, tu sais, dans la bio. Et puis, donc, vas-y, www. psypol.fr. Génial. Merci Jean-Philippe. Je te dis à bientôt. Bonne tout ce que tu veux mettre dedans à toi. Donc, bonne route, bonne vie. Et toi, bon chemin à ces nouveaux entretiens à la forme très interactive que tu inities. Ah ben, merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Salut. Salut.